Que se passerait-il si on utilisait la géo-ingénierie pour modifier le climat et lutter contre le réchauffement climatique ? Nous sommes en 2060. L'humanité est confrontée aux effets catastrophiques du dérèglement climatique. Face à cette situation, des États et des entreprises privées se sont tournés vers des techniques de géo-ingénierie pour modifier artificiellement le climat grâce à des moyens techniques. Ils espèrent ainsi maintenir les conditions d'habitabilité de la Terre ainsi que les structures des systèmes économiques en place. Mais quelles seraient les conséquences concrètes du déploiement à grande échelle des techniques de géo-ingénierie ? Tensions géopolitiques, effets secondaires dramatiques ou remèdes miracles, c'est ce dont on va parler dans cet épisode avec Sophia Cabej. Bonjour Sophia Cabej. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, donc, je suis doctorante actuellement au département de sciences politiques et de relations internationales de l'université du Queensland en Australie. Je réalise ma thèse sur les implications sécuritaires du changement climatique en France. Et à côté de ça, je suis également chercheuse associée à l'IRIS, donc l'Institut des relations internationales et stratégiques, qui est un think tank français, au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité, où j'étudie notamment la géo-ingénierie et ses implications sécuritaires et géopolitiques. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce qu'est la géo-ingénierie ? Oui, bien sûr. La définir ? Alors, la géo-ingénierie, c'est vraiment un ensemble de techniques et pratiques dont l'objectif est d'intervenir à grande échelle sur le système climatique afin d'atténuer les conséquences du changement climatique et de contrer finalement ce phénomène et les conséquences qu'il a sur les sociétés. Donc la géo-ingénierie, elle est très large, elle peut avoir plusieurs cibles, le climat, les océans, le cycle de l'eau. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la géo-ingénierie du climat. Et dans cette grande famille, on peut distinguer deux sous-catégories. La première, ça va être la géo-ingénierie du CO2. Donc ici, on va plutôt s'attaquer aux causes du changement climatique, c'est-à-dire la concentration trop importante de CO2 dans l'atmosphère, avec pour objectif de venir capturer du CO2 déjà présent dans l'atmosphère afin de le stocker. Donc c'est ce qu'on appelle communément carbon dioxide removal en anglais, et qui a finalement pénétré assez bien aujourd'hui les débats sur la gouvernance climatique, et notamment dans le cadre des négociations climatiques internationales. Donc ça, c'est la première famille. On a une deuxième famille qui est la géo-ingénierie solaire, qui va, elle, essayer de s'attaquer aux conséquences du changement climatique, qui est l'augmentation de la température moyenne globale. Et donc la géo-ingénierie solaire, l'objectif, ça va être de diminuer artificiellement la température moyenne globale qui augmente du fait du phénomène du changement climatique. Donc on a ces deux grandes familles-là. Ce qu'on doit d'ores et déjà poser, c'est que, au regard de leur échelle d'intervention, à la fois spatiale et temporelle, il est fondamental de devoir les distinguer si on vient à discuter de leurs impacts environnementaux, de leurs implications sociales, politiques, géopolitiques. Dans un cas, on va chercher à agir quand même sur un espace qui est beaucoup plus contraint. Si on parle par exemple des technologies qui sont développées afin de capturer, stocker le CO2, c'est vraiment des localités très spécifiques. À l'inverse, les techniques que je viendrai détailler ensuite de géo-ingénierie solaire, on cherche à intervenir sur le système global directement, et donc de ce fait, par cascade, les implications, les effets sont fortement globaux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la modification artificielle de la météo ? Oui, bien sûr. Alors, la modification artificielle de la météo, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans le débat public, et on tend souvent à le confondre avec la géo-ingénierie du climat. Comme je l'expliquais juste avant, on a vraiment différentes échelles d'intervention, et il faut vraiment distinguer la météo du climat. Ce ne sont pas du tout les mêmes échelles d'intervention. Aujourd'hui, la modification de la météo, c'est quelque chose qui est largement répandu. C'est quelque chose qu'on utilise notamment pour faire pleuvoir, pour empêcher la grêle. On l'utilise, et ça c'est souvent le cas, l'exemple qu'on prend en Chine notamment, qui ont un bureau dédié là-bas, mais c'est aussi le cas en France, c'est aussi le cas au Moyen-Orient, c'est aussi le cas en Afrique subsaharienne, aux États-Unis. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est largement diffusé et qui pose d'autres questions, des questions aussi d'ordre politique. On a pu voir dans le passé des tensions émerger entre États suite à l'utilisation de ces techniques-là, qui accusaient un État en l'occurrence d'avoir volé ces nuages
nuage et donc d'avoir fait pleuvoir sur son territoire et de lui avoir volé la quantité de pluie qu'il aurait pu avoir lui-même. Donc voilà pour la modification de la météo qui reste vraiment en dehors de la géo-ingénierie, particulièrement de la géo-ingénierie solaire. Ce n'est pas du tout la même chose et pas du tout les mêmes techniques qui sont développées et ça ne sert pas les mêmes objectifs. Alors là justement, on va se concentrer donc sur la géo-ingénierie du climat. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous faire un panorama des différentes techniques qui sont utilisées aujourd'hui, qui commencent à être développées et qui pourraient être développées dans le futur? Alors on va se concentrer donc sur la géo-ingénierie solaire. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On n'est pas du tout à un stade de déploiement, on est vraiment à un stade de développement en laboratoire et d'expérimentation. Donc, quand on parle de géo-ingénierie solaire, en gros, on peut avoir 3 techniques en tête, 3 techniques principales qui sont en train d'être développées. La première, c'est le blanchiment des nuages marins. Là, on va chercher à intervenir donc, sur les nuages qui sont situés directement au-dessus des océans en y injectant des particules de sel afin d'augmenter leur pouvoir réfléchissant. Et donc l'objectif, comme je l'ai expliqué au début, c'est de diminuer la quantité de rayons solaires qui va pénétrer l'atmosphère et ici pénétrer donc, les océans. Et l'objectif est de renvoyer directement vers l'espace le rayonnement solaire reçu. Cette technique-là, elle est actuellement en cours d'expérimentation en Australie, qui conduit actuellement un projet sur la grande barrière de corail australienne qui s'appelle The Great Barrier Reef Project. Ce projet-là, il y a une première expérimentation qui a eu lieu en 2020 où ils ont envoyé un bateau près de la grande barrière de corail australienne avec une sorte de gros générateur qui diffusait des particules chimiques et des particules de sel marin afin de voir quels effets ça avait. Et ils ont continué, ensuite ils ont eu d'autres financements, notamment par le gouvernement australien, le gouvernement fédéral, afin de continuer ces expérimentations. Donc ça, c'est la première technique qui cherche à intervenir sur la composition des nuages. L'intervention est donc plutôt locale, mais bon, on pourra en discuter. Si on vient à superposer des interventions locales sur différentes localités, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes sur le fonctionnement des écosystèmes et donc des sociétés qui en dépendent. On a une deuxième technique qui est l'amincissement des cirrus. Les cirrus, ce sont des nuages qui sont situés particulièrement haut en altitude, qui sont très épais. L'objectif, ça va être de venir, pareil, injecter, donc notamment de la iodure d'argent, afin de les rendre plus fins et donc de diminuer la quantité de chaleur que ces nuages absorbent, afin qu'ils la libèrent et donc que cela contribue à diminuer la température moyenne globale. Sur ce type de projet, on en est encore à un stade plus théorique, à un stade de développement en laboratoire à travers des modélisations. Donc on est relativement au début du développement. Donc voilà pour les 2 techniques qui cherchent à agir sur la composition des nuages. On a ensuite, on va dire celle qui est à la fois la plus avancée mais surtout la plus connue dans l'imaginaire, c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Ici, il faut imaginer un ballon ou un avion qu'on envoie en très haute altitude et pareil, qui va venir diffuser des particules chimiques afin de former une sorte de voile miroir qui va venir refléter les rayons solaires directement vers l'espace. Donc ce type de projet-là, il est étudié dans de nombreux cadres, particulièrement aux États-Unis. Pour citer un projet assez connu qui est hébergé à Harvard et notamment financé par Bill Gates, c'est le projet Scopex. Il a été rendu connu notamment parce qu'il devait mener une première expérimentation en février ou mars 2021, une expérimentation qui devait avoir lieu en Suède. Donc nous on était en France à cette époque-là en plein confinement, qui devait avoir lieu en Suède, au-dessus du territoire d'un peuple indigène qui s'appelle les Samis. Et cette expérimentation a été bloquée juste avant qu'elle n'ait lieu parce que ce peuple-là notamment n'avait pas été consulté, donc ça a créé une forte opposition de la part de ce peuple indigène et de la société civile suédoise plus largement. Donc ce projet est assez connu, mais ce n'est pas le seul. On a un projet qui est aussi connu au regard de son acronyme, qui est le projet Satan. Ce projet qui a lieu donc, en Grande-Bretagne, qui a vu une première expérimentation ici, en tout cas c'est ce qui a été expliqué pour venir tester le matériel. Un autre projet qui a été lancé assez récemment par la National Oceanic Atmospheric Administration, donc l'organisation américaine, qui s'appelle SABRE. Ce projet-là qui vise pareil à venir tester les équipements et les matériaux qu'on peut venir diffuser afin de pouvoir utiliser cette technique-là. Il y a une première expérimentation en 2023 qui continue l'année 2024-2025. Donc la première en Alaska, la seconde qui a eu lieu dans les tropiques et la troisième sera dans l'hémisphère sud. Donc là pareil, on est à un stade d'expérimentation. On commence à essayer de voir comment ce qu'on a pu développer en laboratoire sur des modèles mathématiques, que se passe-t-il quand on l'utilise à échelle réelle, à petite échelle encore, on en est là. Et puis enfin un projet assez connu qui est le projet Make Sunset,
Il est connu pourquoi ? Parce que contrairement aux autres qui ont eu lieu dans le cadre de recherche universitaire, dans des laboratoires universitaires, le projet Make Sense 7 était assez différent parce qu'en fait c'était une start-up californienne qui a été créée avec pour objectif de vendre des crédits de refroidissement, un peu sur le même modèle que les crédits carbone. Donc l'objectif en fait, et il y avait une plateforme en ligne, je crois qu'elle existe toujours d'ailleurs, où vous et moi, n'importe qui, pouvait acheter des crédits à refroidir à $20, $25 et se dire bon bah voilà, j'ai consommé tant, j'ai pris l'avion, etc. Je vais acheter ce crédit à refroidir pour compenser les conséquences qu'ont pu avoir mon mode de vie. Et donc cette start-up-là, elle a fait une première expérimentation au Mexique. Et suite à ça, il y a vraiment eu une grosse discussion, notamment autour, et on en parlera, du manque de gouvernance. Il n'y a rien qui empêchait cette start-up de conduire cette expérimentation et ça a d'ailleurs amené le Mexique à adopter un moratoire qui interdit les expérimentations de ce type sur son territoire, qui est le premier du genre. Donc voilà pour cette deuxième type de technique, la troisième, l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui est assez connue parce qu'elle est aussi la plus avancée, celle qui reçoit le plus d'attention, et notamment de financement. Et enfin, on en a une dernière qui là est également plus théorique parce qu'elle n'est pas encore au stade d'expérimentation, mais on en parle. Il y a un projet qui s'appelle le projet Space Bubbles, qui est hébergé au MIT, qui là ne cherche pas à agir à échelle locale sur les nuages, comme je vous le disais, ne cherche pas à agir à échelle globale sur la composition de l'atmosphère, mais cherche à agir directement dans l'espace afin de bloquer les rayons solaires qui viennent vers la Terre. Et donc ici, le projet Space Bubble dont je vous parle, ce qu'il faut imaginer, c'est une sorte de méga radeau avec une sorte de consistance de papier bulle, des mini-bulles qui peuvent réfléchir et le placer en orbite autour de la Terre afin qu'il bloque les rayons solaires. Donc ça, c'est un projet qui est encore en expérimentation mais qui reçoit de l'attention et en tout cas, c'est encore une autre idée que certains scientifiques ont pour abaisser artificiellement la température moyenne globale. Voilà où on en est aujourd'hui en termes de technique. Donc on en a 4 avec une échelle locale, une échelle globale et une échelle spatiale. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, parce qu'on va plutôt se concentrer après là, sur la géo-ingénierie solaire, de deux autres techniques dont on entend parfois parler, donc la capture du carbone et la fertilisation des océans. Oui. Alors, donc, si on doit parler de la géo-ingénierie du CO2, on a encore besoin de distinguer ce qui est développé parce que tous n'ont pas les mêmes objectifs. On va avoir donc ce qu'on appelle la capture et le stockage du carbone, où là on va chercher à annexer à une industrie particulièrement polluante, par exemple, un dispositif qui va permettre de capter et de venir stocker le carbone directement dans les profondeurs géologiques. L'objectif ici, c'est d'éviter des émissions supplémentaires. Donc on ne va pas venir chercher ce qu'il y a déjà dans l'atmosphère, on va chercher à éviter d'émettre plus. On a ensuite des techniques qui vont chercher à utiliser ce carbone, une sorte de recyclage, ce qu'on appelle carbon utilisation and storage. Et donc là, l'objectif, ça va être de venir capter le carbone directement dans l'atmosphère ou de la même manière en annexant un dispositif à côté d'une industrie particulièrement polluante pour réutiliser le carbone dans la construction, dans l'alimentation, pour des boissons gazeuses par exemple. Ici, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la quantité de carbone réutilisable est largement moins importante que ce qu'on devrait retirer de l'atmosphère. Et donc là, on va chercher à avoir cet objectif un peu de recyclage. Et puis enfin, la dernière catégorie qui est celle de retirer, éliminer du carbone de l'atmosphère. Donc en anglais, on parle de removal, en français, on parle d'élimination du CO2 de l'atmosphère. L'objectif ici, ça va être directement de venir capter le CO2 déjà présent dans l'atmosphère afin, pareil, de le stocker dans des profondeurs géologiques ou dans des puits de carbone terrestres. Et donc, ce qu'on doit avoir en tête ici, c'est que cette dernière catégorie est celle finalement qui cherchera à agir sur le taux de concentration actuel dans l'atmosphère. C'est encore une fois une famille qui regroupe une variété de techniques différentes. Donc on va avoir de la plus simple, la forestation, la reforestation. C'est une technique qui va chercher en reposant sur des solutions basées sur la nature, à reproduire cet effet permettant de capturer, stocker le carbone de manière naturelle. Mais on a des techniques qui sont beaucoup plus, on va dire, une technique d'ingénierie beaucoup plus avancée, beaucoup plus énergivore. On peut penser par exemple à la capture directe du carbone avec stockage, DACS, Direct Air Carbon Capture and Storage, où là, il faut imaginer une sorte de très gros aspirateur qui va venir capturer le CO2, le filtrer avec des solvants et puis redistribuer l'air sans le CO2 et qui serait venu capter et stocker dans les profondeurs géologiques. Alors,
Une technique en effet dont on entend souvent parler, c'est la fertilisation des océans. Donc l'objectif ici, ça va être de venir augmenter la capacité de stockage des océans. Il faut savoir que les océans, c'est un puits de carbone hyper important, si ce n'est le plus important. Et en faisant cela, l'objectif, donc on va venir injecter du fer dans les océans pour augmenter la croissance des phytoplanctons. Les phytoplanctons, ils meurent ensuite et en mourant, ils amènent avec eux dans les profondeurs océaniques le CO2 qu'ils auraient absorbé au cours de leur vie. Et donc cette technique-là, on en entend beaucoup parler parce qu'elle est très parlante aussi au regard de ce qu'on imagine faire, mais il faut savoir qu'aujourd'hui on a d'ores et déjà un moratoire qui encadre cela, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres techniques, et qui viendrait à réguler finalement cette idée de fertilisation des océans et d'augmentation de leur capacité de stockage. Ok, on va repasser là sur la géo-ingénierie solaire du coup, en parlant des risques associés à ces techniques. Par exemple, nous sommes en 2060, on commence à être confronté aux effets secondaires, aux impacts négatifs de ces techniques de géo-ingénierie qui ont été déployées massivement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents impacts qui commencent là, si on était en 2060, à être visibles par tous et qui commencent à inquiéter? Alors, lorsqu'on parle des risques associés à la géo-ingénierie solaire, il faut avoir conscience du fait qu'aujourd'hui, on ne connaît qu'une petite partie des risques associés au développement et au déploiement de ces techniques-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette technique, on y réfléchit en se reposant sur des modèles mathématiques qui sont limités. Et donc l'objectif aujourd'hui, notamment des scientifiques qui développent ces techniques-là, c'est de venir améliorer ces modèles afin de pouvoir affiner l'évaluation des risques associés au changement climatique, au déploiement de ces techniques-là. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on sait, donc l'état de l'art et de la littérature, il est certain que le déploiement de ces techniques-là causerait des modifications dans le régime de précipitation, à la hausse ou à la baisse, dépendamment des endroits où on viendrait le diffuser. Et donc on aurait certaines régions qui pourraient avoir plus de prestations, d'autres moins. C'est plus à la baisse qu'à la hausse d'après les différents modèles étudiés. Et donc de ce fait, on a des effets cascades qui pourraient être engendrés avec des conséquences notamment sur la sécurité humaine pour les territoires qui en seraient impactés. On a aussi des conséquences sur le processus de photosynthèse parce qu'on vient à diminuer la quantité de rayonnement solaire absorbé, la quantité de lumière diminue également. Et donc de ce fait, on a aussi des conséquences sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire et donc sur les populations humaines. Donc ça, ce sont certains des risques qui sont d'ores et déjà modélisés, dont on est d'ores et déjà sûr qu'ils arriveraient, mais il y en a de nombreux dont on n'est pas encore conscient et tout l'enjeu réside là, et c'est là la complexité de la question autour du développement de la géo-ingénierie solaire, c'est que les scientifiques ont besoin, en tout cas c'est comme ça qu'il explique, d'avoir recours à une expérimentation à petite échelle pour pouvoir affiner les modèles et pouvoir fournir une évaluation plus assidue en fait, de ces techniques-là qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas tout simplement comment est-ce que l'atmosphère réagit à l'injection de particules chimiques dans une quantité X ou Y, et quelles sont les interactions, quelles sont les boucles rétroactives qui sont induites par cette modification artificielle en fait. Donc on en est là aujourd'hui, et ça c'est quelques-uns des risques qui se posent pour les écosystèmes, pour les sociétés humaines, et on comprend dès lors très bien qu'à partir du moment où on vient à agir sur l'atmosphère, sur la composition de l'atmosphère, on va agir à échelle globale, tout le monde est concerné, à la fois les écosystèmes qui sont impactés, mais forcément les sociétés humaines qui reposent dessus, et ce ne sont pas que certains pays, c'est vraiment global. La question étant de savoir aussi dans quel contexte politique ça s'inscrit. C'est-à-dire qu'on a des risques, on va dire, naturels associés à tout cela, mais aussi on a aussi des risques sociaux. On va en reparler après dans cette deuxième partie. Je voudrais juste continuer là sur les risques naturels. Ouais. Concrètement, si en 2060, ça fait 1, 2, 3 décennies qu'on envoie par exemple des aérosols dans la stratosphère pour essayer de lutter contre les effets de l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère, pour une raison X ou Y, un des États qui met en place ces techniques, par exemple les États-Unis, s'arrête d'envoyer ces aérosols. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Est-ce que c'est des choses qui sont prévues, modélisées ? Et justement, quand vous parlez des tests, est-ce qu'on peut savoir à l'avance, avant d'avoir fait des tests à grande échelle, ce qui pourrait se passer ? Oui, ok.
Alors déjà, sur la première question, donc une des certitudes aussi d'ores et déjà aujourd'hui sur la base des modèles mathématiques actuels et de la littérature scientifique, on a un risque majeur qui est celui de choc terminal. L'idée ici, c'est que si on venait à diffuser et à utiliser, à déployer ces techniques-là, on va prendre l'exemple de l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Donc si l'injection d'aérosols dans la stratosphère venait à être utilisée de manière régulière, systématique, etc., un des risques principaux, c'est que si on devait arrêter pour X ou Y raison, une catastrophe naturelle particulièrement importante, un événement géopolitique majeur, une crise économique sans précédent, bref, des choses qui ont déjà pu se dérouler dans l'histoire, et bien si un de ces événements pouvait perturber la capacité que l'on a à assurer toute la logistique derrière la capacité à pouvoir déployer, diffuser ces particules chimiques-là, eh bien un risque est celui de choc terminal, c'est-à-dire que l'idée que les températures viendraient à augmenter très rapidement, de manière trop brutale et trop rapide, tellement que ni les écosystèmes ni les sociétés humaines pourraient s'y adapter. C'est-à-dire que l'objectif de ces techniques-là, c'est d'abaisser artificiellement la température. Si on part du postulat qu'on les déploie, qu'elles sont parvenues à abaisser artificiellement les températures, et bien si du jour au lendemain, on arrête de les déployer, on a ce risque de remontée abrupte des températures. Donc il y a aussi associé à ce risque de choc terminal, celui de verrouillage socio-technique, c'est-à-dire qu'on serait verrouillé, on serait obligé de continuer, que ce soit nous ou les générations futures, à se reposer sur le déploiement de ces techniques en sachant qu'il y a une logistique énorme derrière, c'est-à-dire qu'il faut imaginer le nombre d'avions nécessaires, donc aussi le carburant nécessaire pour les faire voler, la logistique, donc il faut des bases, il faut pouvoir les surveiller, il faut pouvoir être en capacité de collecter la donnée, de l'analyser, etc. Donc il y a une logistique hyper importante qui demande aussi dans une certaine mesure une sécurisation, qui pose des questions hyper importantes en termes d'accès au territoire, on va devoir survoler des territoires pour pouvoir diffuser tout ça, etc. etc. Et donc il faut bien avoir conscience que le développement d'une technologie telle que la géo-ingénierie solaire s'inscrit dans un contexte sociopolitique particulier, à une époque particulière, et il faut bien avoir ça en tête quand on y pense, quelle est la nôtre, par quoi elle se caractérise, une polarisation importante, des inégalités socio-économiques importantes, et puis bien d'autres choses aussi qu'il faut avoir bien en tête. Mais c'est sur ce point-là, quand vous nous expliquez ça, j'ai un peu du mal à imaginer comment on peut réellement envisager d'utiliser telle technique, parce que là, disons que ça fait 150 ans qu'on a une société industrielle telle que la nôtre. À partir du moment où on envoie des aérosols, on est obligé à perpétuité, pour le reste de l'histoire de l'humanité, d'envoyer ces aérosols en permanence, c'est ça ? Alors, la question de savoir si on est obligé, une fois qu'on commence de le faire, y a rien qui est fatal. Déjà, on n'est pas obligé de le faire. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit à la possibilité de devoir le faire. Pourquoi ? Eh bien, c'est toujours important de le rappeler. Encore une fois, pourquoi je parle du contexte sociopolitique dans lequel ça s'inscrit. La raison pour laquelle aujourd'hui la géo-ingénierie gagne en attention, c'est la faillite de la communauté internationale à abaisser ses émissions et à finalement réussir à contenir l'élévation de la température moyenne de Grèce à 1,5 degré. Et donc, de ce fait, la question de savoir dans quel scénario est-ce qu'on le déploierait, si on le déploie et comment, tout ça est lié à ce qu'on va décider de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans les scénarios qui peuvent être décidés et qui peuvent être développés, on réfléchit à pouvoir le déployer de manière transitoire, c'est-à-dire en attendant d'arriver à une neutralité carbone, une neutralité climatique à 2050. C'est-à-dire pour pouvoir stabiliser pendant un temps la température moyenne globale de manière à ce qu'elle n'augmente pas de 2 degrés. Donc on a cette idée qu'on va l'utiliser vraiment de manière très transitoire, très contrôlée. Bon, ça c'est un scénario qu'on a en tête, mais qui repose sur la capacité que nous aurions à baisser et atténuer les émissions de gaz à effet de serre de manière drastique. Aujourd'hui, il faut aussi avoir en tête la possibilité que cette atténuation ne se passe pas telle qu'elle devrait l'être, et il est important de le rappeler toujours, c'est ça la priorité bien entendu, mais donc pour certains, et encore une fois c'est sur cet argument-là aussi que les personnes qui s'en font les promoteurs se reposent, c'est l'idée, en fait on n'a pas le choix, c'est notre dernière chance, étant donné qu'on n'arrive pas à atténuer. Bon, après, la question du pourquoi on n'arrive pas à atténuer, il faut bien se la poser. Vu qu'on n'arrive pas à atténuer et qu'on va droit dans le mur et que c'est dangereux pour tout le monde, voilà la solution qu'on vous propose. Mais ce que je voulais dire en parlant d'obligation à envoyer ces techniques à perpétuité, c'était pour parler notamment de ce choc terminal ultra violent si on prend
le réchauffement qu'on a camouflé quoi, en quelques années, donc on imagine bien les dégâts que ça cause. Et c'est surtout que si en 2060, on va dire, on est à la COP 65, les États se réunissent pour parler du réchauffement climatique, etc., est-ce qu'on parlerait encore de limitation des émissions de gaz à effet de serre alors qu'on a ces techniques de géo-ingénierie? Quand vous nous parlez justement de transition, d'utilisation de ces méthodes de manière transitoire, est-ce que c'est pas justement mettre le pied dans un engrenage dont on sait très bien qu'on sortira pas? Vous voyez ce que je... Oui, je vois complètement. Ouais. Bah, en fait, c'est-à-dire la manière dont ça serait déployé, si ça vient être déployé, déjà tout ça c'est extrêmement compliqué de pouvoir envisager comment ça serait fait. C'est-à-dire que l'idée que 196 pays se mettraient d'accord pour le déployer, à mon sens, ça paraît très peu probable qu'on arrive à se mettre d'accord à aussi grande échelle sur la température idéale à atteindre, où on devrait le faire, comment on devrait le faire, etc. Donc cette idée d'une sorte de gouvernance internationale de la géo-ingénierie, où on serait tous d'accord de l'utilisation d'une technique aussi invasive que celle-ci, me semble peu probable. Maintenant, sur la question de savoir, est-ce que ça éluderait complètement la question de l'atténuation des émissions ? On voit déjà aujourd'hui que cette question de l'atténuation des émissions, elle vient être mise en confrontation, au lieu d'être mise en complément, de la question de l'adaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de devoir faire face aux conséquences du changement climatique, tout en n'oubliant pas la cause de ces changements climatiques. Et c'est vrai que la géo-ingénierie solaire, parce qu'elle se concentre uniquement sur les conséquences du changement climatique, tend à complètement invisibiliser l'enjeu de l'atténuation et l'enjeu des causes du changement climatique. Parce que bien que cette technologie, théoriquement, elle permettrait d'abaisser la température moyenne globale, elle ne s'attaquerait pas du tout aux causes du changement climatique, qui resteraient largement irrésolues si on ne s'y attaque pas en parallèle. Et ni même aux autres conséquences. Ni même aux autres. Bah, les conséquences principales sont aussi associées à l'augmentation de la température moyenne globale. Et donc, de ce fait, en cherchant à abaisser artificiellement la température moyenne globale, on cherche à abaisser des autres conséquences. Mais on ne sait pas aujourd'hui quelles seraient les boucles qui pourraient arriver. On n'a pas de connaissance de cela. Donc, pour savoir, est-ce que finalement, si on vient à se reposer là-dessus, on ne serait pas complètement verrouillé, on ne s'intéresserait plus du tout à l'atténuation? Bien sûr que si on regarde la trajectoire prise jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui tendrait à être fait. En fait, on a l'impression qu'on a du mal à pouvoir faire les deux, à pouvoir penser qu'il faut à la fois atténuer, à la fois s'adapter. Encore aujourd'hui, la question de l'adaptation aux conséquences du changement climatique, ça reçoit beaucoup moins d'attention, notamment financière, que la question de l'atténuation. Et la question de l'atténuation elle-même, malgré l'attention qui lui est donnée, on voit très bien qu'on ne parvient pas à diminuer les émissions telles qu'on devrait le faire. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. Est-ce que si on rajoute la géo-ingénierie solaire dans la boîte à outils, ça ne va pas encore complexifier l'histoire? Je pense que si, bien entendu. Donc ça pose cette vraie question de l'aléa moral, cette question qu'on vient venir finalement encore retarder, encore plus l'action climatique nécessaire, les changements de comportement nécessaires, les changements de mode de fonctionnement de nos sociétés, parce que dans la tête, dans l'imaginaire en fait, on aurait cette technologie qui est là, on aurait cette capacité à pouvoir avoir ce pansement un peu magique qui nous sortirait de l'impasse dans laquelle on se trouve. Ça me fait penser aussi à l'effet rebond dont on a parlé dans un précédent épisode. Quand on trouve une technologie qui permet de limiter soit des dépenses énergétiques ou d'avoir un gain environnemental, finalement on se dit bon bah c'est bon, en fait on n'a plus besoin de faire d'efforts sur tel ou tel paramètre. C'est un peu ça en fait que... Mais c'est ça l'aléa morale, c'est exactement cette idée là, mais qui se limite pas à la géo-ingénierie solaire, hein. Même les techniques de géo-ingénierie du CO2, on voit très bien que finalement si on se dit bon bah on peut venir capturer, stocker le CO2, quel est l'intérêt qu'on peut avoir à devoir le limiter? C'est notamment tout l'enjeu qui se pose autour de la capture, du stockage du carbone sans régulation précise, sans conditions précises. On sait, notamment d'après les travaux du GIEC, qu'on va devoir, si on veut parvenir à cette neutralité carbone et climatique à 2050, on va devoir venir capturer du CO2 excédentaire dans l'atmosphère et venir le stocker. La question, c'est comment on fait ? Qui a le droit et qui doit pouvoir bénéficier de ces dispositifs-là ? Donc on a tout cet enjeu de gouvernance, de mise en place de garde-fous sur le développement de ce déploiement de ces technologies-là. La technologie n'est pas un mal en soi, mais elle peut le devenir si elle est mal régulée. Et pour la question de la géo-ingénierie solaire en particulier, ne serait-ce que son développement, ne serait-ce que l'expérimentation même à petite échelle, aujourd'hui on a besoin d'une gouvernance autour de ça, ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que chacun le fait dans son coin, de la manière dont il le souhaite, sans réelle mise en commun d'ailleurs de ces enjeux-là, et sans obligation de transparence. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les chercheurs, donc notamment moi, chercheuse en sciences sociales, qui s'intéresse à ça, on est complètement tributaire de ce qui est rendu public. C'est-à-dire que ce que je vous avance aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu
ce à quoi j'ai pu avoir accès en libre accès. Donc ça ne veut pas dire que d'autres choses ne sont pas connues ou développées. Ok. Vous parlez justement de la gouvernance. Oui. Si en 2050-2060, la géo-ingénierie est développée, qui décide quels seraient les acteurs, quels seraient les décisionnaires, et est-ce que ça ne pourrait pas justement créer soit des grandes inégalités entre États, ou soit une forme de suprématie d'un État plus puissant que les autres, qui aurait un peu la décision finale sur, par exemple, la température globale qui ferait sur Terre, selon ses propres intérêts, etc. Est-ce que vous pouvez nous envisager un scénario comme ça et nous expliquer quelles seraient les conséquences ? Alors déjà, en deux temps. Déjà, aujourd'hui, quels sont les acteurs qui prennent part au développement de ces technologies-là ? Donc on a d'abord, bien sûr, les gouvernements, donc les États et leurs gouvernements respectifs qui participent au développement de ces technologies-là, notamment à travers de financement. C'est quels États Pour en citer quelques-uns, on peut citer l'Australie, on peut citer les États-Unis. C'est également le cas en Europe. En fait, au travers de bourses de recherche, on vient à financer des recherches qui étudient la géo-ingénierie solaire et différentes techniques de géo-ingénierie solaire. Les gouvernements aussi et les États participent à la régulation ou aux demandes de régulation autour de la géo-ingénierie solaire. Pour citer par exemple la Suisse. La Suisse a été un des États qui a essayé de poser sur la table lors des négociations dans le cadre des Nations Unies la question de la géo-ingénierie et la question de la régulation. Donc certains États aussi jouent un rôle dans la mise en place, ou en tout cas se font les promoteurs et les avocats de la nécessité de mettre en place une gouvernance internationale. Donc ça, c'est les premiers acteurs. On a aussi bien entendu la communauté scientifique qui est extrêmement appliquée au regard bien sûr de son travail. Et ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, la communauté scientifique est extrêmement polarisée sur la question de la géo-ingénierie solaire, avec d'un côté des scientifiques qui se positionnent un petit peu comme les sauveurs, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il est éthiquement nécessaire et moralement obligatoire pour eux de continuer les recherches sur ces techniques-là au regard de la trajectoire qui est prise et ce vers quoi on se dirige. Et à l'inverse, d'autres chercheurs qui considèrent que mettre des efforts, des investissements et de l'attention sur cette technologie, c'est divertir complètement de ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire l'atténuation, les changements des modèles de comportement, etc. etc. Et de ce fait, élude complètement aussi les risques associés à cela. Et donc on a une polarisation avec un pour et un contre, et c'est vraiment ce qui aujourd'hui caractérise la communauté scientifique autour, à la fois d'ailleurs en sciences dures et sciences sociales là-dessus. On a ensuite bien sûr les acteurs privés. Les acteurs privés sont investis, en particulier aux États-Unis, autour du financement de ces technologies-là. Alors, si on doit distinguer, lorsqu'on parle des techniques d'ingénierie du CO2, par exemple, là, on voit que les entreprises pétro-gazières sont extrêmement impliquées au travers du financement, notamment en recherche et développement. Mais bon, tout ça, c'est assez lié finalement au fait que les entreprises pétro-gazières maîtrisent la technique, elles savent faire ça, donc c'est aussi une question de nouveaux marchés. ExxonMobil estime à 4 trillions de dollars le marché de la capture et du stockage du carbone à 2050, donc on voit aussi qu'ici c'est un nouveau marché. Et puis de l'autre côté, dans le cas de la géo-ingénierie solaire, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser de manière instinctive, ce ne sont pas les énergies pétro-gazières qui investissent le plus dedans, mais ce sont des individus avec un capital financier particulièrement important, des financiers, des personnes dans l'immobilier, des personnes dans la tech, etc. Donc aux États-Unis, les plus gros financeurs de la géo-ingénierie solaire, ce sont les acteurs privés et des individus avec un capital économique particulièrement important. Donc ces acteurs privés sont hyper importants à avoir en tête. Et puis enfin, on a un rôle aussi des instances internationales. On parle des Nations Unies, on peut aussi penser à des organisations régionales comme l'Union européenne qui aujourd'hui demandent à mettre en place une régulation, une gouvernance autour de la géo-ingénierie solaire, mais aussi des organisations non gouvernementales, donc des ONG qui sont à la fois pour, à la fois contre, qui vont, de la même manière que la communauté scientifique, être assez polarisée finalement sur ce qui est nécessaire de faire, avec des ONG qui disent qu'il est nécessaire pour le bien-être de l'humanité et d'autres de dire qu'il est complètement dangereux de suivre ce chemin-là. Donc encore une fois, une polarisation assez importante. Donc voilà, on en est pour quels sont les acteurs qui y prennent part. Sur la question de comment est-ce qu'on pourrait envisager que ce soit déployé, quels sont les scénarios auxquels on peut penser. Il y a une multitude de scénarios qui est possible, je vais vous en exposer quelques-uns.
Lorsque les scientifiques aujourd'hui, les scientifiques en sciences dures, donc ceux qui sont aujourd'hui en laboratoire en train de développer les différents modèles qu'on peut retrouver en ligne, qui sont accessibles pour voir un petit peu, si on diffuse telle chose, quelle température on aura, etc. Ces scientifiques-là se basent sur un scénario d'un déploiement multilatéral. C'est-à-dire que tout le monde se serait mis d'accord ensemble sur comment le faire et à quelle température on doit régler ça. Donc cette idée d'un déploiement multilatéral, c'est un des scénarios possibles, c'est-à-dire l'idée que le monde entier se mettra d'accord sur comment on le fait, à quelle température, etc. Voilà un premier scénario. Ça juste, je vous interromps là-dessus. Ça vaut pour l'envoi d'aérosols aussi ? Oui, bien sûr. Mais vous nous avez expliqué juste avant, par exemple, que ça perturberait complètement le régime des précipitations. Donc, on a un peu du mal à imaginer que des dirigeants d'État, je crois que là en plus la perturbation du régime des pluies c'est plutôt des pays du Sud, ouais. Des dirigeants d'État des pays du Sud. C'est pour ça que ce scénario est complété par d'autres scénarios. D'accord, mais okay. Ça, en fait, ça n'empêche pas que même si, quand on se dit, mais la faisabilité, est-ce que c'est possible ? Ouais. Ça, c'est une autre question. Mais d'accord. Le fait est qu'aujourd'hui, ceux qui développent ces modèles mathématiques-là, eux partent de l'hypothèse qu'on se serait mis d'accord. D'accord, ouais. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, donc eux, ils ne s'intéressent pas à comment on s'est mis d'accord, est-ce que c'est possible, quelles sont les conséquences. On dit, bon, voilà l'objectif de température, comment on fait nous pour y parvenir. Oui, donc on a cette hypothèse quand même de déploiement multilatéral dans l'imaginaire collectif que tous ensemble on pourrait se mettre d'accord et voilà l'objectif. Mais en effet, la question se pose réellement, est-ce qu'on serait capable de se faire mettre d'accord 198 pays sur la température idéale à atteindre, en sachant qu'en fonction des modalités de déploiement, des modalités de diffusion, les effets, les conséquences seraient très différents en fonction du territoire et donc les potentiels bénéfices et ou les potentiels coûts associés à ce développement seraient très différents en fonction du pays et de ses intérêts nationaux. Donc se posent d'autres scénarios. Un premier scénario, c'est celui d'un développement unilatéral, c'est-à-dire un pays, un État qui serait parvenu à maîtriser cette technique-là décide de manière unilatérale de déployer la géo-ingénierie solaire pour faire valoir ses intérêts. C'est-à-dire il considère aujourd'hui que dans son intérêt national, on décide de déployer. Donc ça, c'est notamment un des scénarios qu'on est venu développer dans une note qu'on a rendue au ministère des Armées français sur la géo-ingénierie et ses implications géopolitiques, où un des scénarios, c'est que les États-Unis viennent à déployer cette technologie-là de manière unilatérale. Et on évoque notamment les conséquences que cela peut avoir. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement Il y a encore pas mal de scénarios déjà. D'accord. Comme ça, on reviendra si vous voulez dans le détail. Donc on a ce développement unilatéral qui est possible, mais il est également possible qu'on ait un déploiement avec une coalition d'États. Une coalition d'États, d'une part, par exemple, des États particulièrement vulnérables, qui décident de créer une coalition et de déployer ensemble. Donc on peut penser par exemple à des États insulaires, à des États un petit peu riches, par exemple les Maldives, qui pourraient être intéressés là-dessus. Donc une coalition qui se crée, mais aussi un autre type de coalition avec des États, avec des intérêts à peu près similaires, des moyens économiques à peu près similaires. On peut penser à des pays d'Amérique latine qui créent une coalition avec des pays du Moyen-Orient, etc. Donc cette idée d'un déploiement avec une coalition d'États aussi est à avoir en tête. Mais ce n'est pas les seuls qui sont actuellement développés, ce à quoi les chercheurs pensent. Il est possible aussi que ce soit déployé par des acteurs non étatiques. Alors, lorsqu'on en parle, en tout cas lorsque j'en parle avec des chercheurs avec qui je travaille, l'idée qu'un acteur non étatique pourrait venir à déployer ça sans l'accord d'un État, on n'est pas trop d'accord là-dessus parce qu'au regard du dispositif nécessaire, on va avoir besoin d'avoir l'aval d'un gouvernement, ne serait-ce que pour l'utilisation du dispositif. On en parlera peut-être après, mais on sait d'ores et déjà qu'on a besoin d'avoir une logistique qu'aujourd'hui les armées maîtrisent en termes de base, en termes d'avions capables de voler en très haute altitude, en termes de connaissance de l'espace notamment. Et donc toutes ces questions-là, forcément, nous font penser qu'il est peu probable qu'un déploiement se fasse sans l'accord d'un État. Ceci étant dit, on a quand même aujourd'hui un rôle important des acteurs non étatiques dans le développement de la géo-ingénierie solaire, notamment des acteurs privés. Donc certains scénarios qui sont développés, donc on en a un qui est souvent repris, c'est celui un petit peu d'un sauveur philanthrope
qui viendrait financer une opération de géo-ingénierie solaire sur le long terme, parce qu'il a les moyens financiers de le faire et qu'il veut sauver le monde. Donc, pour ne pas citer certains philanthropes, c'est vrai que c'est une philosophie qui pourrait tenir debout. Et on a enfin un dernier scénario qui, lui, est aussi développé dans la note dont je vous parlais. Donc là, ce serait un scénario où la société civile, vous et moi, vient jouer un rôle dans le déploiement de la géo-ingénierie solaire, en reprenant un petit peu l'idée de la start-up californienne dont je vous parlais, Make Sense 7, donc cette start-up qui visait à vendre des crédits de refroidissement. On pourrait imaginer qu'une campagne est menée pour convaincre les différents citoyens du monde de venir acheter eux-mêmes leurs ballons, leurs mini-ballons pour venir les diffuser et agir sur la température moyenne globale avec une diffusion à grande échelle simultanée. Donc ces deux derniers scénarios sont, on va dire, beaucoup moins probables, mais pas impossibles, c'est toute la difficulté de la prospective. Donc voilà un petit peu ce qu'on imagine, déploiement multilatéral, unilatéral, par une coalition d'acteurs ou par des acteurs non étatiques. D'accord. Et est-ce que du coup on peut revenir donc soit sur le développement unilatéral ou soit sur le développement par une coalition? Qu'est-ce qui pourrait se passer si par exemple là on voit apparaître depuis quelques années une polarisation, un conflit en tout cas entre deux énormes puissances, les États-Unis, la Chine, etc. Admettons, ces deux États ne sont pas d'accord sur la température idéale. Est-ce que dans un futur plus ou moins proche, on peut imaginer des conflits locaux ou généralisés en fait sur Terre pour le contrôle justement de la température globale ou d'autres aspects de géo-ingénierie? Est-ce qu'il y a des implications comme ça géopolitiques et militaires en fait? Alors, sur la question de savoir quelles sont les implications géopolitiques de la géo-ingénierie solaire, la première question qu'il faut se poser, c'est quels sont les intérêts que servirait le déploiement de la géo-ingénierie solaire. Pour certains, on part du postulat que l'objectif de la géo-ingénierie solaire, ce serait de sauver le monde finalement. Ce serait de sauver les plus vulnérables, d'atténuer les conséquences du changement climatique dans un but assez noble finalement, celui de sauver l'humanité. C'est un premier objectif, mais à mon sens, celui-ci doit être reconsidéré. C'est-à-dire que quel autre objectif pourrait servir la géo-ingénierie si ce n'est pas celui-là? Et donc, sans prendre une position trop pessimiste, en tout cas un petit peu moins naïve ou moins optimiste, malheureusement, au regard de l'état du monde et de l'état actuel des choses, d'autres intérêts que cela peut servir, tout d'abord, ça peut servir à prolonger les modes de vie actuels. C'est-à-dire prolonger non seulement les modes de vie actuels particulièrement dépendants des énergies fossiles, mais aussi de garantir les intérêts des acteurs publics ou privés qui dépendent aussi de cette énergie, de ce marché des énergies fossiles. Donc on a aussi un intérêt économique, un intérêt politique pour avoir déployé ce genre de technique qui permet de ne pas remettre en question l'état des choses. Ces techniques-là, elles peuvent aussi avoir un objectif de protection d'une population sur un territoire, protéger en assurant des conditions d'habitabilité spécifiques, mais aussi de protéger des dispositifs, par exemple des installations militaires dans certaines localités. Pour vous donner un exemple, beaucoup d'emprises militaires sont situées sur les côtes, sur les littoraux, qui sont notamment menacés par l'augmentation du niveau des mers, et donc penser qu'on pourrait venir déployer ce type de technologie afin aussi de pouvoir garantir les opérations donc des armées qui reposent sur ces bases et ces emprises-là, c'est aussi quelque chose qui est possible. Donc on a ces deux premiers objectifs, mais un troisième, pourquoi est-ce qu'on pourrait être intéressé par cette technique-là? Ça peut aussi être un outil de négociation. C'est-à-dire que si on venait à maîtriser ce type de technologie-là, à pouvoir être capable de la déployer, eh bien ça pourrait être un nouveau levier de négociation pour demander également des concessions à d'autres acteurs en disant écoutez, nous souhaitons cela, sinon nous mettrons en place et nous diffuserons ces particules chimiques-là, et donc ça permettrait finalement de négocier sur l'échelle internationale, sur l'espace international. Et donc une réelle question se pose, c'est de prendre en compte non seulement cet objectif assez idéal et noble, bien entendu, que pourrait servir la géo-ingénierie solaire, mais aussi de le compléter avec d'autres intérêts qui pourraient être servis, d'autres objectifs politiques. Et une fois qu'on a ça en tête, forcément on se pose la question, du coup, si ça sert des intérêts politiques particuliers, et non pas un objectif global commun,
certains pourraient être lésés, impactés négativement par le développement et le déploiement de cette technologie-là. Et donc on a en effet une diversité de risques associés au déploiement de la géo-ingénierie solaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la géo-ingénierie solaire et son déploiement ne sera pas la cause d'un conflit. Par contre, elle pourra contribuer au développement, au déclenchement d'un conflit comme un facteur additionnel, tel que le changement climatique l'est aujourd'hui, un facteur additionnel, ce qu'on appelle communément un multiplicateur de risques. Alors, une des premières manières par lesquelles la géo-ingénierie solaire peut venir provoquer des tensions, voire des conflits entre États, est liée aux conséquences environnementales du déploiement. Donc j'expliquais juste avant, en effet, que le déploiement de la géo-ingénierie solaire peut aussi avoir des conséquences sur les régimes de précipitation. Donc dans un scénario où la géo-ingénierie solaire serait déployée par un État ou une coalition d'États, d'autres territoires pourraient ressentir des perturbations et accuser l'État qui a déployé d'être responsable des conséquences ressenties sur son territoire. J'expliquais en tout début d'interview qu'on a déjà pu voir apparaître des tensions autour de la modification de la météo entre différents pays, par exemple entre l'Iran, Israël et les Émirats arabes unis. Et donc on peut imaginer un petit peu complètement sur la même logique qu'une modification du climat à grande échelle pourrait venir à alimenter des tensions entre États, des tensions diplomatiques qui ne prendraient pas nécessairement la forme d'un conflit armé, mais des tensions diplomatiques avec des sanctions économiques, avec la rupture de relations diplomatiques entre pays, mais qui pourraient aussi déboucher sur un conflit plus violent, lorsqu'on est notamment dans un contexte où les relations entre États sont déjà tendues, ça peut être un facteur un petit peu additionnel. Et cela est d'autant plus le cas que finalement il va être très compliqué de pouvoir attribuer l'occurrence d'une manifestation environnementale à l'intervention humaine sur le système climatique ou bien à un événement finalement qui arriverait tel qu'on a déjà pu le voir. Encore aujourd'hui, on sait que le changement climatique augmente l'intensité des catastrophes naturelles, leur fréquence, mais on n'est pas en capacité de pouvoir attribuer un événement seulement à la modification, au changement climatique, et donc en l'occurrence là, à l'intervention humaine sur le système climatique. Donc on a ce premier risque lié bien sûr aux perturbations possibles associées. On a aussi des risques de conflits qui sont associés aux modalités de déploiement. Donc on parlait juste avant des différents scénarios de déploiement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Eh bien, une vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à pouvoir faire se mettre d'accord différents pays sur la température idéale à atteindre ? Et donc il est possible que les tensions émergent sur l'objectif de température, sur les modalités de déploiement, et donc forcément sur les conséquences qu'il y aurait. Déjà aujourd'hui, les Nations Unies, donc notamment dans un rapport qui a été publié début 2023, reconnaissent le risque de conflit entre États autour des modalités de déploiement de la géo-ingénierie solaire. Donc on a un risque important de ne pas pouvoir faire se mettre d'accord différents États et que de ce fait des tensions émergent, voire des conflits émergent, toujours en gardant en tête que la question de la géo-ingénierie solaire ne va faire que s'additionner aux autres enjeux qui sont déjà présents dans l'espace international. Et donc toujours réfléchir à ça finalement comme un facteur additionnel et non pas comme étant détaché du contexte sociopolitique actuel. C'est vraiment important quand on passe à des technologies comme celle-ci. On a aussi bien sûr d'autres risques qui sont liés aussi à la militarisation de la géo-ingénierie solaire. Pourquoi ? Alors pour vous citer un exemple, donc aujourd'hui les États-Unis c'est vraiment le pays le plus avancé en termes de développement, en termes d'expérimentation également, et c'est aussi un pays qui se distingue par l'implication des acteurs de la défense dans le développement de la géo-ingénierie solaire. Donc les acteurs de la défense sont donc à la fois le département de la défense américain, mais aussi les agences associées. On peut penser à la DARPA, une agence de recherche associée, on peut penser à la CIA aussi. Donc depuis le début des années 90, la CIA, la DARPA s'intéressent à ce type de technique qui pourrait finalement venir contrer les effets négatifs du changement climatique. Donc elle y contribue en finançant des études, en finançant la recherche, en participant à la recherche sur ces sujets-là, mais elle contribue aussi de manière plus, on va dire plus tangible, notamment en prenant l'exemple du projet Scopex. On a un contractant de l'armée américaine qui s'appelle Raven Aerostar qui finalement propose ses services à ce projet-là en proposant les avions nécessaires, etc., etc. Donc on a une connivence entre le secteur de la défense et le développement de ces techniques-là. Donc on a
une militarisation du développement de la géo-ingénierie solaire au regard de l'implication des acteurs de la défense sur ce sujet-là. Et de ce fait, je l'expliquais quand je parlais des possibles scénarios de déploiement, on a toute une logistique associée qui nécessitera de sécuriser tout ça. On ne va pas pouvoir le faire n'importe comment. Et donc forcément, on aura aussi une implication des acteurs de la sécurité et de la défense dans ce dispositif-là. Se pose la question, forcément bien sûr aussi des dispositifs de déploiement. Donc je le disais, on va avoir par exemple, dans le cas de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, besoin d'avions pour déployer. Ces avions vont potentiellement survoler des territoires qui ne sont pas à l'État qui viendrait déployer ou aux États qui viendraient déployer ce dispositif-là. Donc des potentielles suspicions de surveillance, par exemple, pourraient émerger, ce genre de choses. Donc on a tout un ensemble de réactions en cascade qui peuvent émerger et qu'on doit bien avoir en tête. Juste, est-ce que rapidement vous pouvez nous résumer comment vous voyez l'évolution des choses par rapport à ce développement de la géo-ingénierie solaire ? Ouais. Ok. Alors, la géo-ingénierie solaire, c'est vrai que juste au cours des dernières années, on a vraiment eu un regain d'attention. C'est pas quelque chose qui vient d'exister, qui vient d'apparaître, pas du tout. Ça fait de nombreuses années, depuis le début des années 90, on y pense. Mais aujourd'hui, donc en 2024, on voit qu'elle tend à prendre de plus en plus d'importance et à pénétrer tout doucement la boîte à outils des réponses à apporter au changement climatique. Pour autant, et je pense que c'est vraiment l'aspect sur lequel il faut le plus insister lorsqu'on parle de la géo-ingénierie solaire, il n'y a pas de fatalité au développement de cette technologie-là. Et ce qui est fondamental, c'est vraiment de se concentrer sur adresser en fait les causes du changement climatique. L'enjeu de l'atténuation, c'est vraiment ce sur quoi toute l'attention doit se concentrer, parce que la géo-ingénierie solaire, même si c'est une technique et rien ne nous garantit qu'on parviendrait à maîtriser, réellement rien ne nous le garantit parce qu'on ne sait absolument pas aujourd'hui quels sont tous les risques associés à cela, et bien même si on maîtrisait cette technologie-là, on ne s'attaquerait absolument pas aux causes du problème qui resteraient inchangées. Et donc, ça ne remettrait pas en question le modèle actuel qui est problématique, qui nous a prouvé ses limites à de nombreuses reprises. Donc, dans les prochaines années, je pense qu'on va être extrêmement tributaire des choix politiques qui vont être faits. C'est-à-dire que l'échec continuel à abaisser les émissions à échelle globale donne en fait du grain à moudre aux promoteurs de ces technologies-là. C'est-à-dire que ça légitime leur entreprise. Moins on parvient à respecter les engagements qu'on a pris et à respecter la trajectoire qu'on s'est donnée, qui est censée nous protéger aussi des conséquences gravissimes du changement climatique, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que plus la température augmente, plus les conséquences associées à cette augmentation sont importantes. Et donc, si on ne parvient pas à maintenir cette trajectoire-là et à la respecter, on légitimera d'autant plus ces technologies-là qui sont dangereuses à plein de titres, mais qui suscitent une intention parce que sur le papier, ça paraît intéressant de pouvoir explorer ces technologies qui nous sauveraient finalement du problème majeur aujourd'hui, qui est le changement climatique. Et au vu des risques dont vous nous avez parlé, qui paraissent presque plus importants en fait que le réchauffement climatique global, au vu de ces risques-là, est-ce que ça vous paraît crédible un développement généralisé de la géo-ingénierie ou c'est une lubie technosolutionniste de plus et en fait ça va pas aller plus loin? En fait, tout dépend, à savoir si c'est une lubie technosolutionniste ou si ça va être pris au sérieux, tout dépend des acteurs qui seront en place à ce moment-là et comment ils vont approcher la technique. Parce que la manière dont aujourd'hui la géo-ingénierie est approchée, c'est plus un calcul bénéfice-risque, c'est un calcul risque-risque. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les risques associés au changement climatique et de l'autre les risques associés à la géo-ingénierie solaire. Et donc, tout l'enjeu va être là, c'est-à-dire réussir à prendre des décisions sur cette balance-là qui est très compliquée. Est-ce qu'on préfère aller vers les risques associés au changement climatique tout en ne parvenant pas à baisser les émissions, ou est-ce qu'on préfère aller vers les risques associés à la géo-ingénierie solaire? C'est pour ça que ce sont vraiment les responsables politiques en fait, qui auront une responsabilité là-dedans, c'est-à-dire que moi, en ma qualité de chercheur, je ne pourrais pas dire voilà comment on devrait faire. Ce que je pense, bien entendu, c'est que ce ne sont pas des techniques qui devraient être envisagées, mais le fait est que c'est le cas. Donc reste à penser en fait comment est-ce qu'on l'intègre dans notre schéma de pensée, quelle priorité lui est donnée et surtout comment on l'encadre. Il y a aussi un aspect dangereux à le faire passer sous le radar parce que la science n'attend pas.
Le développement des technologies n'attend pas, et donc le risque, et c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est de voir ces technologies être développées sans cadre de gouvernance, sans garde-fou, sans surveillance. Donc on a un intérêt à en parler, à ce que le public sache ce qui est en train d'être développé, tout en ayant une attention particulière à rappeler la nécessité de se concentrer sur les causes du changement climatique, à ne pas divertir encore une fois l'attention et à ne pas se laisser divertir par cette idée et cet imaginaire qui serait salvateur en fait de notre condition. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, je crois que c'est bon. Ok. Il y a plein de choses, mais du coup ça continuera encore longtemps. Ok. Eh bien, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous dire en commentaire si le format vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes en version courte sur YouTube ou en version intégrale au format podcast. Les liens sont dans la description. À bientôt!